Alors Sama, pour parler de vous en premier lieu, vous avez fait le choix il y a quelques années de sortir de la recherche académique pour vous orienter vers la vulgarisation et l'accompagnement. Ça a été quoi le déclic? Alors le déclic, c'était de commencer à sortir un peu du cadre de laboratoire et aller donner des formations, des conférences dans des écoles, dans des prisons, dans des entreprises et réaliser qu'on fait dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Principalement sur la question du talent, du mérite, de ce que nous avons en nous comme compétences innées, ce que nos gènes disent de nous, les traits de personnalité, la différence entre les hommes et les femmes. Donc en fait, bien sûr qu'il y avait des scientifiques qui pensaient cela quand ils le vulgarisent. Et je voulais dire ce qu'une partie des neuroscientifiques et des généticiens pensaient sur ces sujets. Ça fait partie des sujets qui vous passionnent. Vous avez écrit un livre sur ces thématiques. Donc voilà, les notions de talent et de génie, vous essayez aussi de les déconstruire quelque part, de casser un peu les idées reçues et les concepts. Pourquoi est-ce que ces mythes, ils sont si ancrés? Alors, vous avez bien dit idées reçues. Donc, si on les reçoit, c'est que ça vient de quelque part. Donc, d'abord, ça vient de scientifiques, eux et elles-mêmes, qui pensent que pour simplifier le monde, des fois, il faut le rendre simpliste. Avec peut-être une attitude un peu infantilisante des gens qui pourraient peut-être comprendre la complexité du cerveau et la complexité des gènes. Donc il faut qu'on dise des vérités simples, comme qu'on aurait un cerveau droit et un cerveau gauche, comme on serait peut-être intuitif, introverti, alors qu'en fait les traits de personnalité n'existent pas vraiment. Enfin, nous sommes des entités beaucoup plus mouvantes que cela. Et ensuite, je pense que il y a aussi un rôle dans la communication scientifique qui vient simplifier encore une fois par souci d'élégance, de parcimonie. C'est-à-dire que voilà, il faut y aller un peu dans ce qui ressemble au discours le plus populaire en quelque sorte. Donc la différence homme-femme, ça nous arrange de croire que les hommes seraient plus preneurs de risques et les femmes plus empathiques, ou voilà, ou ces idées comme quoi la dopamine, ce serait l'hormone du plaisir. Donc je pense parce que plus c'est simple et plus ça demande moins d'attention. Et comme nous sommes très sollicités, il faut des messages qui soient rapides et simples. Et ces idées reçues, elles s'ancrent dans toutes les strates, quelque part, de la société, notamment les entreprises. C'est un sujet aussi que vous avez étudié. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les entreprises, et avant les entreprises, c'est dans la formation des professionnels de l'éducation, donc qui continuent, et ce n'est pas de leur responsabilité, c'est qu'ils sont dans leur contenu de formation. Il y a cette idée des intelligences multiples ou de l'intelligence émotionnelle, qui sont en fait des principes qui s'appuient sur des termes dans lesquels en fait il n'y a pas de fond scientifique. Donc ce qui fait qu'il y a un changement tous les 10 ans de mode. Aujourd'hui on parle de talent, recrutement de talent. En fait, scientifiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça répond toujours à des enjeux du monde du travail qui, en absence de réponse, comme le monde est complexe, on a besoin d'outils. Et la science, quand elle est déformée, elle paraît comme séduisante, parce qu'elle quantifie, parce qu'on a des graphes, parce qu'on a des images avec des couleurs. Donc ça vient nous rassurer sur le fait que ce ne sont pas des trends d'opinion, mais que c'est appuyé par la science. Je rappelle qu'il y a 2 siècles, on utilisait des instruments de mesure de la circonférence des crânes pour savoir qui de nous est plus intelligent, un peu l'ancêtre des tests HPI en quelque sorte, et que ça n'avait pas de validité scientifique, mais comme il y avait dedans des chiffres, ça nous séduisait. Moi, il y a un point qui m'avait marqué justement dans vos travaux de recherche, c'est que vous, quand on parle de mythe, c'est que vous déconstruisez le mythe des familles d'artistes, où voilà, des talents de père en fils, notamment la musique, tout ça c'est faux. En fait, les familles d'artistes existent encore plus que le talent. Ça veut dire que ça explique beaucoup plus pourquoi Mozart est Mozart, de regarder le papa de Mozart, que d'aller imaginer ce qu'il avait dans ses gènes. Et pas seulement le papa, mais aussi toute la famille. On sait que Bach, c'était une dynastie aussi de musiciens qui d'ailleurs excluait les filles. Il n'y avait que les garçons qui apprenaient la musique. Et telle que d'ailleurs la sœur de Mozart qui a été exclue aussi de cette formation. Je pense que le cas, ce n'est pas de démystifier la beauté de ce que Mozart avait fait, mais c'est de dire que la nature, elle ne porte pas grand-chose qui explique ce que nous sommes. Donc il y a quand même cet appel à la nature pour expliquer, de biologiser un peu ce qu'on voit dans la société. Or, ça s'explique par d'autres facteurs qui sont aussi fascinants et passionnants, comme
quel est le processus d'apprentissage qui a été utilisé, qui étaient les copains de papa, enfin, je pense à Léopold Mozart, et quel était l'exercice de la musique, avec quel dispositif. Et tout cela est aussi fascinant et ça explique beaucoup mieux cet idéal de génie préexistant avec une inspiration soudaine. Et je reviens à la vulgarisation de la science, pour peut-être donner quelques clés aux personnes qui nous suivent. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à dissocier le vrai ce qu'on peut appeler le neurobuzz ? Alors, se méfier de toutes les solutions faciles. Ça veut dire, si me mets à vous dire 3 façons pour arriver à avoir plus de performance, c'est en fait cette illusion que nous avons que des experts et des expertes comme moi vont vous aider à vous optimiser. Il faut se méfier, en fait. Il faut se méfier de tout ce qui paraît comme des clés et de tout ce qui paraît comme généralisé à l'espèce humaine. Alors qu'en fait, on a des parcours très singuliers. Je pense aussi au bien-être, au bien-êtrisme, et même à notre conception de ce qu'est le burn-out. Dès qu'il y a une explication unique, qui est acculturée, apolitisée, ahistoricisée, comme si ça arriverait de la même façon à tout le monde, et que les solutions seraient les bonnes, il faut se méfier. Alors, en fait, pour simplifier, il faut se dire que c'est toujours beaucoup plus complexe, les questions qui concernent Il n'y a pas une réponse unique et une lecture unique. Voilà. Et se méfier des personnes qui s'expriment avec beaucoup de certitude aussi. Oui, il y en a. Dans vos travaux, vous étudiez également donc, tout ce qui est lié aux émotions, on en a parlé, tout ce qui est lié aussi au stress. Comment est-ce qu'ils peuvent changer justement notre façon de travailler et de vivre ? Le stress et les émotions. Alors le stress, c'est ce qui me permet de vous répondre. Si je n'étais pas un tout petit peu stressée, je ne vais pas porter mon attention sur la question. Donc il n'y a pas de mauvais et de bon stress. Le stress, c'est ce qui nous permet de se lever le matin. Ce qui peut être délétère pour nous, c'est la durée de la réponse au stress. Ça veut dire, c'est de ne pas soit s'adapter, soit élaborer un plan d'action, en quelque sorte. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que nos ancêtres n'avaient pas d'ulcères, parce que face au stress, soit ils étaient mangés, soit ils étaient à l'abri. Donc nous, ce problème, c'est que nos prédateurs psychologiques, ils restent là, on n'arrive pas à les lire, et c'est la durée de cette réponse au stress. Mais le stress, sans le stress, je serais pas en train de me comporter d'une manière socialement conformiste, parce que c'est le stress social qui me permet de le faire. Et donc c'est la notion, la vision que nous avons du stress comme étant quelque chose qui vient nous perturber n'est pas exacte, et les émotions ne sont pas les affects. Les émotions, ce n'est pas la tristesse, la colère, la joie, ce sont des affects, ce sont des sentiments. Et les émotions, c'est les réactions que nous avons au monde. Donc c'est des réactions extrêmement précises, extrêmement mathématiques en quelque sorte, parce que c'est une comparaison que je fais de ce que je sais du monde. Donc là, par exemple, si quelqu'un avance très vite et fait une danse de moonwalk ici, je vais avoir une émotion parce que je vais être émue, donc déplacée dans mes attentes. Voilà, donc en fait, on ne peut pas circuler dans le monde sans ces calculs précis. Il faut peut-être aussi qu'on en finisse avec la dichotomie émotion-raison. Donc les émotions sont très raisonnables en quelque sorte. Rapidement, si je vous demande en une phrase votre vision de la vérité, on finira là-dessus. Je pense que c'est une approximation qui s'approche du réel, qui ne peut pas être faite individuellement. Mais ça ne veut pas dire que collectivement on va s'y mettre. Plus on est, mieux c'est pour s'approcher de ce modèle partagé. Mais si on se ressemble tous, on serait en train de se tromper collectivement. Voilà. Donc il faut, plus on est nombreux et plus on est divers, mieux on peut y arriver. Merci. Merci infiniment, Sama, pour votre présence aujourd'hui et pour cette nuance, c'est important.